Je devais récupérer une bague de fiançailles lundi. Le dimanche matin, je me suis retrouvé à balayer les morceaux de la montre de mon père décédé dans un sachet Ziploc, et à annuler le rendez-vous. Je n'ai pas rompu avec Aaron à cause d'une montre. J'ai rompu à cause de ce qu'elle était prête à détruire, alors qu'elle savait exactement ce que cela signifiait pour moi. Je m'appelle Roger. J'ai 30 ans. Et jusqu'à il y a 2 semaines, je pensais honnêtement que j'étais sur le point de demander en mariage ma petite amie de près de 4 ans. J'habite près de Philadelphie, dans une maison de ville en location qui n'a rien d'extraordinaire, mais c'était la nôtre. Un garage étroit, une petite cuisine, des tasses dépareillées, des photos encadrées dans le salon, et un jardin juste assez grand pour des guirlandes lumineuses et une table pliante. Je travaille comme coordinateur de projet pour une entreprise de CVC commercial. Ça semble ennuyeux, jusqu'à ce que vous réalisiez que la moitié du travail consiste à convaincre des adultes de ne pas se rejeter la faute pour des retards sur les conduits de ventilation. Je ne suis pas riche, mais je suis stable. Je paie mes factures. J'entretiens mon camion. Je prépare un dîner correct quand j'ai le temps. Et j'utilise toujours la même tasse à café rayée que mon père m'a donnée quand j'ai eu mon premier vrai appartement. Aaron disait que c'était l'une des choses qu'elle aimait chez moi. Elle disait que je rendais la vie ordinaire rassurante. Cela a rendu ce qui s'est passé lors de notre dîner de famille encore pire. Aaron a 29 ans. Quand nous nous sommes rencontrés, elle était drôle, d'une manière discrète. C'était le genre de personne qui pouvait transformer une course à l'épicerie en un rendez-vous galant. Nous avions cette stupide habitude de noter les pizzas surgelées comme si nous étions des juges dans une émission de cuisine. Elle détestait la coriandre, adorait les podcasts de mystère, et me volait toujours mes sweats à capuche, même si les siens étaient plus beaux que les miens. Nous n'étions pas dans une relation légère. Nous vivions ensemble depuis 1 an et demi. Nous partagions les factures, avions un forfait téléphonique commun, des prélèvements automatiques pour les charges et l'assurance habitation, et un compte épargne joint intitulé « Maison en mariage ». C'était à la fois embarrassant et adorable. Nous nous étions disputés sur la couleur des placards pour une maison que nous ne possédions pas encore. Nous avions parlé d'enfants, de cette manière vague et prudente que les gens adoptent quand ils sont sérieux mais effrayés. Pendant longtemps, le plus gros problème, ce n'était pas nous. C'était tout le monde autour de nous. Ma famille est issue d'un milieu modeste, elle est directe, et pas toujours très raffinée. Ma mère, Linda, a 58 ans et n'a jamais entendu un commentaire passif-agressif sans pouvoir y répondre par un autre encore plus cinglant. Elle est protectrice, car après le décès de mon père, elle a dû l'être. Mon oncle Marc, 61 ans, a agi comme un second père. Il est plus silencieux que ma mère. Le genre d'homme qui peut réparer un évier qui fuit et ne dire que 3 mots de tout un après-midi. Les parents d'Aaron, Diane et Howard, sont polis. Ils se souviennent des anniversaires. Ils apportent le dessert. Ils ont aussi une façon de transformer chaque conversation en une sorte d'évaluation. Diane pouvait dire « Nous voulons juste qu'Aaron soit en sécurité », et le faire sonner comme si j'avais personnellement postulé pour être son risque financier. Howard parlait de carrière comme d'autres parlent de tension artérielle. Il voulait toujours connaître les chiffres, les taux hypothécaires, la croissance des revenus, les cotisations retraite. Il me demandait constamment si mon poste était une trajectoire à long terme ou plutôt un rôle de soutien opérationnel. Les premières fois, j'en ai ri. Je me disais qu'ils étaient simplement protecteurs. Aaron me disait la même chose. Mes parents posent des questions, disait-elle, debout au comptoir de la cuisine avec un pied replié contre son autre jambe. C'est juste leur façon de montrer qu'ils tiennent à nous. Ma mère aussi tient à nous, répondais-je. Elle ne me demande pas mes fiches de paie au dîner. Aaron souriait, comme si elle voulait rire mais savait qu'elle ne devait pas. S'il te plaît, n'envenime pas les choses. C'est devenu une habitude. Tout le monde disait des petites choses. J'avalais la plupart d'entre elles. Aaron me demandait d'être patient. Ma mère me disait que la patience commençait à ressembler à de la soumission. Un jour, alors qu'elle lavait un plat en verre dans notre évier, ma mère a dit « Un couple marié doit prendre ses décisions sans un comité. » Elle est prise entre 2 feux, ai-je dit. Non, a dit ma mère. C'est toi qui es au milieu. Aaron ne cesse de tendre une chaise à ses parents. Je détestais ça, car une partie de moi savait qu'elle avait raison. Pourtant, j'aimais Aaron. Je croyais que nous pourrions fixer des limites après les fiançailles. Je pensais qu'une fois la bague au doigt,
Une fois que ce serait officiel, tout le monde se calmerait et comprendrait que notre vie nous appartenait. Avec le recul, c'était ma première erreur. Je traitais les limites comme un projet futur, au lieu de quelque chose dont nous avions besoin avant de construire quoi que ce soit d'autre. 2 semaines avant que la situation ne dégénère, j'ai pris rendez-vous chez un bijoutier local pour le lundi suivant. C'était une petite boutique en ville avec une clochette au-dessus de la porte et une femme derrière le comptoir qui s'est souvenue de mon nom après une seule visite. J'avais économisé séparément pour la bague, car je voulais que ce soit un cadeau de ma part, et non quelque chose prélevé sur notre compte joint. J'avais aussi prévu quelque chose avec la montre de mon père. La montre n'était pas chère d'une manière qui impressionnerait Howard. C'était une vieille montre de soirée en argent avec un bracelet en cuir usé et une petite rayure près de la couronne. Mon père la portait le jour de son mariage. Il y a une photo de lui l'ajustant pendant que ma mère rit à ses côtés. Son voile est de travers parce que ma tante l'avait serré trop fort dans ses bras. Après son décès, mon oncle Marc m'a aidé à la faire restaurer une fois. Nous l'avons emmenée chez un horloger qui sentait le café et le produit à polir les métaux. Quand la trotteuse s'est remise à bouger, Marc a posé une main sur mon épaule et a simplement hoché la tête. Il savait que je ne pouvais pas parler. Je gardais la montre dans une petite boîte en bois doublée de feutre délavé. Je la portais rarement. Elle semblait trop importante pour les jours ordinaires, mais je la sortais parfois, quand j'avais besoin de me souvenir à quoi ressemblait la stabilité. Mon père n'était pas parfait, mais il aimait sa famille d'une manière qui rendait l'engagement rassurant, et non pesant. Mon plan était simple. Après le dîner du lundi, j'allais poser la bague à côté de la montre et dire à Aaron que je ne voulais pas recréer le mariage de mes parents, car ce serait impossible. Je voulais construire notre propre famille, tout en portant en moi ce que mon père m'avait appris sur l'importance d'être là pour les siens. C'est pourquoi le dîner de famille comptait autant. Aaron et moi avions décidé d'inviter nos 2 familles un samedi soir au début de l'automne. Le temps était assez frais pour de petites vestes, mais j'ai vérifié l'application météo 2 fois, car la pluie aurait ruiné notre installation dans le jardin. J'ai emprunté des chaises pliantes à mon oncle Marc, acheté des serviettes en papier chez Target, et pris 2 bouteilles de vin du commerce chez Wegmans. Aaron m'a demandé de cacher les assiettes en carton bon marché et d'utiliser nos vraies assiettes. Ma mère remarque ce genre de choses, dit-elle en ouvrant le placard. J'étais en train de rincer de la laitue dans l'évier. Ta mère survivra à la vue d'une assiette en carton. Roger. Je l'ai regardée. Elle avait cette expression tendue qu'elle prenait avant de voir ses parents. Pas vraiment en colère. Sur la défensive. D'accord, ai-je dit. Les vraies assiettes. Elle est venue derrière moi et a passé ses bras autour de ma taille. Merci. Je sais que c'est agaçant. Ce n'est qu'un dîner. Elle a pressé son front entre mes omoplates. S'il te plaît, fais que ce ne soit qu'un dîner. Je le voulais aussi. Ma mère a apporté un gratin dans un plat de cuisson avec du ruban de masquage sur le couvercle où était écrit « Linda » au marqueur noir, car elle ne faisait jamais confiance à personne pour lui rendre ses plats. Mon oncle Marc a apporté des chaises supplémentaires et un hochement de tête silencieux. Diane et Howard sont arrivés avec exactement 8 minutes de retard, ce qui semblait en quelque sorte intentionnel. Diane portait une boîte de pâtisserie d'un endroit qu'elle a mentionné 2 fois avant même d'enlever sa veste. L'étiquette de prix était encore sur le côté. « Oh, c'est douillet ici », a dit Diane en entrant dans le salon. Les doigts d'Aaron se sont resserrés autour des miens. « On aime bien », ai-je dit. Howard a regardé l'entrée, les chaussures près du paillasson, et la petite caméra intérieure près de la porte d'entrée. Un système de sécurité. Juste une caméra, ai-je dit. On nous a volé des colis l'hiver dernier. Il a hoché la tête comme s'il classait ça dans la catégorie « problème de voisinage ». La caméra n'avait rien de spécial. Nous avions aussi une caméra ring dans le salon, orientée vers la porte d'entrée et une partie de la cheminée, à cause des vols de colis et parce qu'Aaron avait eu peur une fois qu'un inconnu avait frappé tard le soir. Je n'y pensais presque plus. Ce détail a eu son importance plus tard. Le dîner a commencé poliment. Trop poliment. C'était le genre de politesse où tout le monde boit à petites gorgées et complimente des choses dont il se fiche. Diane a dit que les lumières du jardin étaient charmantes. Ma mère a dit que le gratin était probablement trop simple pour tout le monde, mais qu'il y en avait plein. Diane a dit que la pâtisserie faisait les meilleures tartes de saison du comté. Marc a demandé à Howard des nouvelles des Eagles,
parce que Mark pense que le football peut sauver n'importe quelle conversation. Howard lui a donné une réponse de 5 minutes sur les décisions de l'entraîneur qui s'est transformé en un commentaire sur la discipline. Pendant peut-être 20 minutes, j'ai cru que nous allions nous en sortir. Puis Diane a posé une question sur le calendrier du mariage. Pas si nous étions fiancés, pas si j'avais fait ma demande. Le calendrier. Aaron m'a regardé rapidement, puis a baissé les yeux sur son assiette. Nous avons parlé de l'année prochaine comme une possibilité, ai-je dit prudemment. Howard a posé sa fourchette. L'année prochaine, c'est ambitieux. Avec les taux actuels, une maison et un mariage en même temps peuvent mettre les gens à rude épreuve. Nous le savons, ai-je dit. C'est pour ça que nous économisons. Diane a penché la tête. Et combien espérez-vous mettre comme apport? Si ce n'est pas trop personnel. La fourchette de ma mère s'est immobilisée. C'est personnel, ai-je dit, en gardant une voix égale. Mais nous avons un plan. Howard a eu un petit rire. Les plans, c'est bien. Les chiffres, c'est mieux. Aaron a dit, papa, je ne l'attaque pas, a dit Howard. Je pose des questions pratiques. Un mariage ne se construit pas sur de bonnes intentions. Ma mère s'est penchée en arrière sur sa chaise. Ni sur des interrogatoires. La table est devenue silencieuse. Diane a souri, sans chaleur. Personne n'interroge personne, Linda. Nous voulons juste nous assurer qu'Aaron s'engage dans une situation sûre. Mon fils est en sécurité, a dit ma mère. Howard m'a regardé. Je suis sûr que Roger est responsable. La question est de savoir si c'est le plafond, ou le début. Voilà. J'avais entendu des versions de cette phrase pendant des années. À Noël, aux anniversaires, dans l'allée en chargeant les restes dans le camion. Est-ce le plafond ou le début? Comptez-vous en rester là? Avez-vous pensé à un poste de direction? Avez-vous pensé à retourner aux études? Avez-vous pensé à devenir quelqu'un dont nous pourrions nous vanter sans avoir à donner d'explications? J'ai pris une profonde inspiration. J'aime mon travail. Je progresse. Ce n'est peut-être pas tapa accent grave-l'œil, mais c'est stable. Diane m'a fait un visage préoccupé. La stabilité, c'est merveilleux, mais Aaron a toujours eu beaucoup de potentiel, et nous ne voudrions pas que son avenir soit réduit parce qu'elle essaie d'être arrangeante. Ma mère a ri, une seule fois. Ce n'était pas un rire agréable. Arrangeante, a-t-elle dit. Peut-être qu'Aaron saurait ce qu'elle veut si vous arrêtiez de le lui dire. Le visage d'Aaron a changé. C'était subtil, mais je l'ai vu. Sa mâchoire s'est crispée. Ses épaules se sont soulevées. Son regard est devenu plat et brillant, comme si elle attendait la preuve que ma famille la détestait. Diane a mis une main sur sa poitrine. Pardon? Linda s'est tournée vers elle. Vous m'avez entendu. Chaque décision qu'ils prennent se transforme en un conseil d'administration de votre côté. Au moins, nous nous soucions assez pour poser des questions, a dit Howard. Mon fils n'est pas une proposition commerciale, a rétorqué ma mère. Mark a finalement parlé. Calmons-nous. Personne ne l'a fait. Diane a dit, c'est exactement ce genre d'attente de petite ville qui m'inquiète. Les gens qui agissent comme si l'inquiétude était du contrôle. Ma mère a dit, et moi, ce qui m'inquiète, ce sont les gens qui déguisent le contrôle en inquiétude. Je me suis levé si vite que ma chaise a raclé la pierre du patio. Assez. Ai-je dit. Tout le monde m'a regardé. Je sentais mon cœur battre dans mon cou. Je ne voulais pas crier. Je ne voulais pas choisir un camp. Je voulais qu'un seul adulte à cette table se souvienne pourquoi nous étions là. Personne ne parle à personne comme ça dans notre maison, ai-je dit. Ni ma mère, ni vos parents. Personne. Cette conversation est terminée. Pendant une seconde, j'ai cru qu'Aaron serait soulagé. Au lieu de ça, elle m'a regardé comme si je l'avais giflé. Alors c'est maintenant que tu trouves ta voie. A-t-elle dit. J'ai cligné des yeux. Quoi? Après que ta mère m'a traité de pourri gâté et d'inutile, c'est maintenant que tu décides d'être neutre? Je ne t'ai rien dit de tel, a dit ma mère. Aaron l'a pointé du doigt sans me quitter des yeux. Tu l'as laissé faire. Je viens de dire à tout le monde d'arrêter, ai-je dit. Tu fais toujours ça, a dit Aaron,
la voix tremblante. Tu attends que je sois bouleversé. Et puis soudain, tu es le type raisonnable. Ce n'est pas juste. Non, ce qui n'est pas juste, c'est que je passe des années à essayer de faire en sorte que mes parents te respectent pendant que tu laisses ta mère me traiter comme une idiote sans défense. Howard a marmonné, un homme devrait être capable d'entendre des questions difficiles. Je l'ai ignoré. Aaron, j'essaie de nous protéger tous les deux. Elle a ri, et ça m'a fait plus mal que si elle avait crié. Non, tu protèges ta mère d'abord, toujours. C'est laquelle a dit la chose qui a fait basculer la pièce. Mes parents ont seulement dit ce que tu refuses d'admettre, a-t-elle dit. Tu es à l'aise de rester exactement où tu es, et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Pas, je m'inquiète. Pas, nous devrions en parler. Tout le monde. J'ai regardé Diane. Elle a baissé les yeux vers son vin. Howard m'a regardé droit dans les yeux, sans s'excuser. Les joues d'Aaron étaient rouges, mais elle n'avait pas l'air surprise par ses propres mots. Depuis combien de temps parlez-vous de moi comme si j'étais un problème que vous essayez de résoudre? Ai-je demandé. Aaron a croisé les bras. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Depuis combien de temps? Elle n'a pas répondu. Quelque chose en moi s'est glacé. J'ai pensé aux conversations privées qu'Aaron et moi avions au lit, quand elle me demandait si je ne voulais jamais quelque chose de plus grand. J'ai pensé au fait que je lui avais dit que je m'inquiétais parfois que ses parents me voient comme quelqu'un de temporaire. J'ai pensé à la façon dont elle me rassurait, en me frottant le poignet encerclé en disant « Ils finiront par changer d'avis ». Et puis j'ai imaginé ces mêmes inquiétudes répétées sur l'îlot de cuisine de Diane, comme des preuves à charge. Ma mère a dit doucement « Roger », Aaron s'est tourné vers elle. Ne fais pas ça. Ne joue pas à la mère blessée maintenant. Aaron, ai-je dit. Non. J'en ai tellement marre d'être la seule personne qui essaie de faire en sorte que ça marche. Elle a pris son verre de vin et, dans une perte de contrôle totale, l'a laissé tomber. Il s'est brisé bruyamment contre le carrelage de la cuisine. Nous étions rentrés à l'intérieur après que la température avait chuté, et le bruit soudain a choqué la pièce. Du vin rouge s'est répandu près des chaussures de ma mère. Des éclats de verre se sont dispersés sous la plainte. Diane a eu un hoquet de surprise. Marc s'est à moitié levé, puis s'est figé. Arrête, ai-je dit. Aaron a heurté la table d'appoint en se tournant. Une photo encadrée de nous deux, prise lors d'un voyage à la plage, est tombée et s'est cassée. C'était l'un de ces cadres noirs bon marché de chez Target. Rien de sentimental comparé à ce qui allait suivre, mais le bruit a fait que tout le monde a retenu sa respiration une seconde. Puis Aaron a vu la boîte de la montre sur le buffet. Je l'avais mise là plus tôt, car j'avais prévu de parler de mon père plus tard si la soirée se passait bien. Pas la demande en mariage, juste l'histoire. Je pensais que si nos familles pouvaient parler de nos origines au lieu de ce qui nous manquait, cela pourrait adoucir les choses. Aaron a pris la boîte. Mon estomac s'est noué. Pose ça, ai-je dit. Elle l'a ouverte et a vu la montre. Aaron, ai-je répété, plus lentement. Pose-la. C'était à mon père. Ma mère s'est levée. C'était à son père. N'y touche pas. Cela aurait dû suffire. Toute personne décente aurait arrêté la dispute à ce moment-là. Aaron connaissait mon père. Elle connaissait la montre. Elle savait que je la gardais dans cette boîte parce que j'avais peur de l'abîmer. Au lieu de ça, elle m'a regardé, en pleurs et furieuse, et a dit « Peut-être que ta famille peut arrêter d'être obsédée par les affaires des gens qui sont décédés. » Puis, franchissant une ligne définitive, elle a délibérément frappé la montre contre le rebord de la cheminée. Le son qu'elle a produit était faible. C'était le pire. Quelque chose d'aussi important aurait dû faire plus de bruit. Le verre s'est brisé, le bracelet s'est détaché, l'une des aiguilles s'est tordue sous le choc. La montre est tombée au sol en morceaux et, pendant quelques secondes, personne n'a bougé. Je n'ai pas crié. Je crois qu'une partie de moi a quitté la pièce un instant. Je voyais tout le monde comme s'ils étaient derrière une vitre. La main d'Aaron était sur sa bouche. Diane était figée, une main encore levée. Howard avait l'air irrité, comme si le vrai problème était à quel point tout cela allait rejaillir sur sa fille. Ma mère pleurait en silence. Marc fixait le sol, la mâchoire serrée. Je suis allé au tiroir de la cuisine,
j'ai pris un sac de conservation et je suis revenu. Roger, a murmuré Aaron. Je me suis accroupi et j'ai ramassé les morceaux, le boîtier, le bracelet, les minuscules éclats de verre que je pouvais voir. Mes mains étaient stables, ce qui semblait anormal. J'ai posé le sac sur le comptoir, sorti mon téléphone et photographié le vin renversé sur le carrelage, le cadre cassé et les morceaux de la montre. Pas par dépit, pas au début. Je savais juste que j'aurais besoin d'une preuve que cette situation dérangeante s'était produite exactement comme elle s'était produite. Diane a retrouvé sa voix. Tout le monde est très émotif. N'exagérons pas les choses. Je l'ai regardé. Exagérer les choses. J'ai dit, je comprends maintenant ce que vous pensez de moi, de ma famille, et des choses que j'aime. Aaron s'est mis à pleurer plus fort. Je ne le pensais pas comme ça. Tu l'as dit exactement comme ça. Howard a dit, Roger, c'était un mauvais moment. Ne réagis pas de manière excessive. Je me suis tourné vers lui. Tout le monde dehors. Ma mère a dit, chérie, je peux rester et aider. Non, ai-je dit plus doucement. J'ai besoin que tout le monde sorte. Marc a hoché la tête une fois. Il a compris avant tout le monde. Diane a essayé de passer un bras autour d'Aaron, mais Aaron s'est dégagé et est venu vers moi. Tu ne fais pas ça sérieusement. Si. Tu nous jettes à cause de ça. J'ai regardé le sac sur le comptoir. Non, je pars parce que tu penses encore que ce n'est que ça. Après leur départ, la maison semblait dévastée. Pas en désordre. Dévastée. Les lumières du jardin étaient toujours allumées dehors, éclairant des assiettes à moitié vides et des chaises dépareillées. Le gratin était sur le comptoir, le papier d'aluminium retiré. Un verre de vin se tenait droit sur la table, comme s'il avait survécu par accident. J'ai fait un sac avec des vêtements de travail, mon chargeur, des médicaments, mon portefeuille et le sac avec la montre. Aaron était assis sur le bord du lit, pleurant dans ses mains. « S'il te plaît, ne pars pas, a-t-elle dit. S'il te plaît. Ta mère m'a provoqué toute la soirée. » J'ai fermé la fermeture éclair du sac. Roger. Je ne vais pas faire ça devant toi en ce moment. Tu ne veux même pas me parler. Je l'ai regardé, et j'aurais tellement voulu qu'il y ait une phrase qui puisse tout annuler. Mais il n'y avait rien. Ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas seulement la montre. C'était le fait qu'elle avait choisi le seul objet dans la pièce qu'elle savait être le plus blessant. Pas ce soir, ai-je dit. J'ai conduit jusqu'à l'appartement de Mason. Mason est mon meilleur ami depuis l'université. Il a ouvert la porte en pantalon de jogging, tenant un bol de céréales, même s'il était presque minuit. Son chien a aboyé une fois, m'a reconnu, et est retourné à son air offensé par la vie. Mason a jeté un coup d'œil à mon visage et a dit, « Canapé ou whisky ?»« Canapé ?» Ça craint. J'ai levé le sac. Il n'y a pas touché. Il a juste dit, « Oh, mec. » J'ai dormi peut-être 2 heures sous un plaid qui sentait le shampoing pour chien. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais ce petit bruit contre la cheminée. Le matin, Mason a fait du café brûlé et s'est assis en face de moi à sa minuscule table de cuisine. « Tu n'as pas besoin de moi pour la détester, » a-t-il dit. « Tu as besoin de moi pour te rappeler que tu as le droit d'en avoir fini. » J'allais faire ma demande demain, ai-je dit. Son visage a changé. La montre en faisait partie, ai-je dit. J'allais mettre la bague à côté. Mason a détourné le regard et s'est frotté la bouche avec la main. Ne retourne pas là-bas seul. J'ai besoin de vêtements. Alors j'y vais avec toi, ou Marcus. De préférence les deux. Ce matin-là, j'ai commencé à faire des choses pratiques parce que les sentiments étaient trop envahissants. J'ai transféré le dépôt de mon salaire sur mon compte personnel. J'ai documenté le solde du compte épargne joint avec des captures d'écran. J'ai annulé le rendez-vous chez le bijoutier et j'ai dû supporter la femme au téléphone me disant « J'espère que tout va bien », pendant que je fixais la table de cuisine ébréchée de Mason. J'ai examiné les paiements automatiques, les charges, l'assurance habitation, le forfait téléphonique partagé. J'ai suspendu ce que je pouvais légalement et j'ai fait une liste de ce qui nécessitait un avis écrit. J'ai envoyé un email à une avocate locale nommée Carla, que la sœur de Mason avait consultée lors d'un litige de bail, et j'ai obtenu une consultation pour le lendemain. Chaque clic ressemblait moins à de la rancune qu'à un réveil.
Le dimanche après-midi, les textos ont commencé. La tante d'Aaron, un homme mûr ne jette pas des années pour un bijou. Sa cousine, ton père aurait honte de voir à quel point tu es froid. Une amie de sa famille, une femme que j'avais rencontrée 2 fois, a envoyé, Aaron est dévasté. Elle a fait une erreur lors d'un dîner stressant. Mes mains ont tremblé en lisant celui-là. Une erreur. Puis ma mère a appelé. Je reçois des messages, a-t-elle dit. Sa voix semblait faible. De qui? Diane. Elle dit que nous devons tous arrêter d'envenimer les choses. Elle dit que tu as humilié Aaron après un accident. Ce n'était pas un accident. Je sais. Ma mère a inspiré. Roger. Je suis tellement désolé. Ce n'est pas toi qui l'as cassé. J'ai contribué à rendre ce dîner horrible. Je voulais dire non, mais ça aurait été trop facile. Tu as contribué. Je sais. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une excuse parfaite de la part de ma mère. Et honnêtement, ça avait plus de valeur parce que ça lui ressemblait. Après l'appel, je me suis assis sur le canapé de Masson et j'ai fixé mon téléphone. J'ai failli taper un long message aux parents d'Aaron. J'ai failli me défendre phrase par phrase, comme un homme essayant de contre-interroger une rumeur. Puis je me suis souvenu de la caméra. La caméra intérieure près de l'entrée filmait une partie du salon et de la cheminée. Je l'avais installée à cause des vols de colis, pas parce que j'avais un jour pensé que j'aurais besoin de preuves de ma petite amie endommageant la montre de mon père. J'ai ouvert l'application. Revoir la scène était pire que de la vivre, car il n'y avait pas d'adrénaline pour brouiller la cruauté. On y voyait Aaron saisir la boîte de la montre. On m'entendait dire « pose ça ». C'était à mon père. On voyait ma mère lui dire de ne pas y toucher. On voyait Aaron dire, avec une clarté effrayante, peut-être que ta famille peut arrêter d'être obsédée par les affaires des gens qui sont décédés. Puis le dommage. La vidéo montrait aussi ce que j'ai fait après. Pas de cris, pas de menaces, juste moi ramassant les morceaux et disant à tout le monde de partir. J'ai sauvegardé le clip. Masson l'a regardé une fois et a semblé profondément perturbé. Envoie-le, a-t-il dit. À tout le monde? Non, a-t-il dit. Tu n'es pas comme eux. Envoie-le aux gens qui mentent. Alors, je l'ai envoyé uniquement à Aaron, Diane et Howard. Mon message ne contenait qu'une phrase, ne contactez plus ma famille avec une version qui omet cette partie. Ils ont arrêté d'envoyer des textos à ma mère dans les 10 minutes qui ont suivi. Aaron n'a pas arrêté de m'en envoyer. Au début, c'était court, je sais que j'ai dépassé les bornes. Puis plus long, j'étais dépassé et humilié et j'avais l'impression que personne ne me défendait. Tu sais que ta mère m'a provoqué toute la soirée. Tu ne peux pas agir comme si ça sortait de nulle part. Puis des notes vocales, que je n'ai pas écoutées tout de suite car je ne me faisais pas confiance. Quand je les ai finalement écoutées, elle pleurait. Je ne pensais pas ce que j'ai dit sur ton père. Je te jure que non. Je voulais juste que tout le monde arrête d'agir comme si ton deuil donnait à ta famille le droit de me juger. Ce message m'a dit qu'elle ne comprenait toujours pas ce qu'elle avait fait. J'ai répondu une seule fois. La colère explique pourquoi tu voulais me faire du mal. Elle n'excuse pas le fait d'avoir choisi la seule chose que tu savais qui le ferait. Elle a répondu presque immédiatement. Tu nous jettes vraiment à la poubelle. J'ai tapé, effacé, et tapé à nouveau. Tu as délibérément endommagé quelque chose que je t'avais confié. Je mets fin à notre relation. L'avocate, Carla, était pragmatique, d'une manière dont j'avais besoin. Son bureau avait des murs beiges, une imprimante qui cliquetait sans cesse, et une réceptionniste qui m'a offert de l'eau dans un gobelet en papier. Carla a écouté sans faire de grimaces dramatiques. Elle a pris des notes, a posé des questions sur le bail, le compte joint, les biens partagés, et si Aaron avait accès à mes comptes personnels. Vous n'êtes pas mariés, a-t-elle dit, ce qui simplifie certaines choses et en complique d'autres. Il s'agit principalement de biens partagés, d'obligations locatives et de documentation. Et pour la montre? Ai-je demandé. La valeur sentimentale et la valeur de remplacement ne sont pas la même chose, ni légalement, ni émotionnellement, a-t-elle dit. Obtenez un devis de réparation. Envoyez-le par écrit. Ne vous disputez pas par SMS. Ne vous rencontrez pas seul si vous pensez que la conversation pourrait dégénérer. Cette dernière phrase m'est restée. Quelques jours plus tard,
je suis retourné à la maison de ville avec Mason et mon oncle Mark. Aaron a demandé si nous pouvions parler en privé. Elle avait l'air épuisée. Pas de maquillage, un sweatshirt trop grand, et ses cheveux tirés en arrière trop serrés. Pendant une seconde, j'ai vu la femme que j'avais aimée les dimanches paresseux. Celle qui faisait du café et s'appuyait contre moi en faisant défiler des recettes. Elle ne cuisinait jamais. « S'il te plaît » a-t-elle dit. « 5 minutes » ? Non, ai-je dit. Ses yeux se sont remplis de larmes. Alors je n'ai même pas droit à 5 minutes seul avec toi. Non, plus maintenant. Mason se tenait près de la porte, les bras croisés. Mark est resté près des escaliers, silencieux et solide. J'ai tendu à Aaron une liste écrite, les factures communes, les biens, les délais, le solde du compte, ce que j'avais retiré, ce qui devait encore être réglé. J'ai gardé une voix égale, car si je la laissais se briser, j'avais peur de commencer à m'expliquer. J'en avais fini d'essayer d'expliquer la douleur à quelqu'un qui l'avait visé. Aaron a regardé le papier et a ri à travers ses larmes. C'est tellement froid. C'est clair, ai-je dit. 4 ans et j'obtiens un tableau. Tu as eu 4 ans. Ça, c'est la fin. Elle a tressailli, et j'ai détesté que ça me fasse mal de lui faire mal, mais je ne suis pas revenu sur mes paroles. Pendant que Mason m'aidait à charger des cartons dans mon camion, Mark a trouvé un minuscule éclat de verre sous la plinthe de la cuisine. Il l'a tenu entre 2 doigts. J'en ai manqué un, a-t-il dit. Je le lui ai pris et je l'ai jeté. L'atelier de réparation de montres était le même où mon oncle Mark m'avait emmené des années auparavant. L'endroit sentait toujours le produit à polir les métaux et le vieux cuir. L'horloger était plus âgé maintenant. Ou peut-être que je le voyais simplement avec des yeux différents. Il a examiné les pièces sous une lampe. Je peux la faire fonctionner à nouveau, a-t-il dit après un moment. Je ne peux pas la rendre intacte. J'ai hoché la tête parce que je ne faisais pas confiance à ma voix. Certaines pièces d'origine pouvaient être sauvées. D'autres non. Le cadran avait une fissure près du bord qu'il pouvait remplacer, mais ce ne serait pas le même cadran. Le bracelet était perdu. Les aiguilles nécessitaient du travail. Le devis n'était pas exorbitant. Ce n'était pas un chiffre de film, mais c'était assez pour être réel. J'ai envoyé à Aaron le devis avec des photos, des captures d'écran de la vidéo, et une courte note lui demandant de le payer avant la fin du mois. Elle a répondu 2 jours plus tard. Je paierai. Je pense toujours que tu es dur en me traitant comme une menace. Je n'ai pas répondu. Elle a payé. Diane et Howard ne se sont jamais excusés directement auprès de moi. Howard a complètement cessé de me contacter. Diane a envoyé un message qui disait « Nous regrettons tous la façon dont cette soirée s'est déroulée », ce qui est l'une de ces phrases qui ressemblent à des excuses jusqu'à ce que vous la regardiez de près. Quelques parents ont envoyé de courts messages après que la vidéo ait clairement fait son chemin jusqu'à eux, bien que je ne la leur ai jamais envoyée. Pas de grands discours, juste de petites corrections maladroites. Je ne connaissais pas toute l'histoire. Désolé, c'était bien pire que ce qu'Aaron a dit. Je n'aurais pas dû envoyer de message à ta mère. C'est drôle comme les gens sont bruyants quand ils vous accusent, et comme ils deviennent brefs quand ils réalisent qu'ils ont tort. Ma mère s'est à nouveau excusée, à sa manière. Elle est passée chez Mason avec des restes dans un autre plat de cuisson et s'est tenue sur le seuil, comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit d'entrer. J'aurais dû me taire au dîner. Elle a dit, tu me défendais. J'aimais aussi avoir raison. Ça m'a fait rire pour la première fois depuis des jours. Elle a semblé soulagée, puis triste. J'ai détesté la façon dont ils t'ont parlé. Je sais, mais tu es un adulte. Je dois te laisser gérer ta propre vie. Je lui ai pris le plat. Le ruban de masquage sur le dessus disait « Roger » de son écriture. Garde le plat, a-t-elle dit. Tu ne laisses jamais personne garder le plat. J'évolue. Elle n'évoluait pas, mais j'ai apprécié la tentative. Le compte joint a été fermé sans problème. Le forfait téléphonique a nécessité 2 appels au service client et un passage en boutique où l'employé avait l'air de préférer être coincé dans un ascenseur plutôt que d'entendre une autre conversation sur la logistique d'une rupture. J'ai signé un nouveau bail pour un endroit plus petit. Rien de spécial, juste un appartement d'une chambre avec une bonne luminosité et une place de parking qui n'était pas inondée quand il pleuvait. L'argent de la bague est resté sur mon compte. Au début,
Chaque fois que je le voyais, je me sentais mal. Puis, j'ai commencé à le voir différemment. Non pas comme l'argent d'une demande en mariage qui a échoué, mais comme le début de quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. Je l'ai transféré sur un compte d'épargne pour un futur apport immobilier. Mon avenir semblait plus modeste que celui que j'avais imaginé, mais plus calme, plus propre. Quelques semaines plus tard, l'horloger a appelé. Quand j'ai récupéré la montre, elle reposait sur un chiffon doux sous la lumière du comptoir. Le bracelet était neuf. Le boîtier avait été poli avec soin, mais pas assez pour effacer toutes les marques. La trotteuse bougeait à nouveau, mais pas aussi fluidement que dans mon souvenir. Près du bord du cadran, il y avait toujours une légère fissure. L'horloger a dit, « Je peux toujours la remplacer si vous décidez que vous le voulez. » Je l'ai regardé pendant un long moment. « Non, ai-je dit. Laissez-la. » Il a hoché la tête comme s'il comprenait. Je l'ai porté pour rentrer chez moi. Pas parce que c'était un jour spécial, mais parce que j'en avais assez de garder des choses significatives pour des moments qui pourraient ne jamais arriver. Ce soir-là, dans mon nouvel appartement, j'ai mangé un plat à emporter directement dans la barquette, sur un comptoir de cuisine où il n'y avait rien d'autre que des serviettes en papier et ma vieille tasse à café rayée. L'endroit résonnait parce que j'avais à peine de meubles. Mon téléphone était silencieux parce que les parents d'Aaron étaient bloqués. Aaron était en sourdine, et la plupart des gens avaient finalement épuisé ce qu'ils avaient à dire. J'ai posé la montre sur le comptoir à côté de mes clés et j'ai écouté son tic-tac. Elle avait survécu, mais elle ne prétendait pas que rien ne s'était passé. J'aime ça chez elle. J'avais l'habitude de penser que maintenir la paix signifiait absorber le manque de respect en silence jusqu'à ce que tout le monde se calme. Je pensais que la patience était toujours de la maturité. Je pensais que si j'aimais quelqu'un assez fort, je pouvais attendre que les parties de cette personne qui me blessait disparaissent. Maintenant, je sais qu'il y a une différence entre être stable et rester immobile pendant que les gens vous prennent des morceaux. Je n'ai pas fait ma demande. Je ne me suis pas réconcilié. Je n'ai pas publié la vidéo. Je n'ai pas essayé de gagner la rupture. Je suis parti. J'ai documenté ce qui s'est passé. J'ai protégé ma famille du mensonge. Je l'ai tenu responsable de ce qui pouvait être réparé, et j'ai accepté que certaines choses ne le pouvaient pas.